Naïd Pouressa, bienvenue sur The Grey Zone. Merci beaucoup. Merci Ravitagit. Ravi de vous avoir parmi nous. Nous nous sommes rencontrés environ un mois avant la guerre de 12 jours. Et maintenant, cela fait bien plus d'un mois que la guerre est terminée. J'aimerais avoir votre point de vue sur ce qui s'est passé pendant ces 12 jours. Mais beaucoup d'Iraniens à qui j'ai parlé ont dit qu'ils pensaient que la guerre avait en réalité été trop courte et qu'ils croyaient que leur pays aurait pu infliger plus de dégâts à Israël et peut-être gagner une guerre d'usure. Depuis la guerre, nous avons vu des rapports indiquant que les États-Unis étaient à court de stocks de missiles Ta'ad pour défendre Israël contre les attaques de missiles balistiques. Que pensez-vous de cette analyse selon laquelle l'Iran aurait en fait dû continuer à avancer malgré les pertes subies? Absolument. Eh bien, j'ai encore du mal à réaliser. Quand il parle d'avant et d'après la guerre, je me dis « Oh, cela s'est vraiment produit ». Nous avons vécu une guerre qui a été vraiment choquante et surprenante, même pour quelqu'un comme moi, car au moins après le 7 octobre, je dois dire que nous nous attendions à ce qu'une telle guerre soit imposée à l'Iran. Mais malgré tout, cela m'a vraiment surprise de me réveiller au son des missiles, au bruit des explosions à Téhéran. Je me suis réveillée et j'ai pensé « Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'Israël est vraiment venu? Est-ce que c'est ce qui se passe en ce moment ?» Donc c'était très particulier parce que j'étais tellement perdue. J'ai juste ouvert la porte de mon appartement pour voir les autres voisins. Je ne savais pas quoi faire et j'ai vu un autre voisin qui se tenait là, tout comme moi, complètement déboussolé. Et j'ai dit, est-ce qu'il s'agit d'Israël? Et il a répondu, je crois bien. Donc oui, ça a été un grand choc pour moi et pour tout le monde, je dois le dire. Mais aussi, nous n'avons pas personne, pas seulement les partisans de la résistance, pas seulement ceux qui étaient profondément attristés par la perte d'un commandant comme Hajizadeh. Pour tout le monde, il était très surprenant que le cessez-le-feu soit intervenu après 12 jours. Pour différentes raisons, j'ai vu tellement de personnes, je ne l'aurais pas imaginé. Je les aurais placées en bas de la liste si vous m'aviez demandé si elles se souciaient de quoi que ce soit en lien avec l'Iran, la souveraineté de ce pays, l'ennemi, l'entité sioniste, mais je les ai vues très heureuses de la réponse qu'elles reçoivent. Et c'était vraiment, vraiment intéressant. Ainsi, les personnes qui ne soutenaient pas la révolution islamique applaudissaient en réalité les frappes de missiles balistiques. Oui, c'est vrai. C'est une expérience très personnelle. Et quand je l'ai partagée avec d'autres, c'était pendant la guerre, donc on ne savait pas ce que pensaient les autres. Après quelques jours, nous n'avions plus vraiment accès à Internet, donc nous ne communiquions pas beaucoup. Les réseaux sociaux n'étaient pas vraiment actifs, donc on ne savait pas si c'était seulement une expérience personnelle ou si elle était partagée par la communauté. Mais après quelques jours, tout le monde ne parlait plus que de ça. Les gens montraient leur soutien à la défense, à la réponse que l'Iran apportait. Et oui, ce n'était pas quelque chose auquel on s'attendait. Accepter le cessez-le-feu. Et c'est aussi très important, car encore une fois, cela ne venait pas seulement des personnes pro-résistance. Cela venait de tout le monde. Ils disaient « Pourquoi se sont-ils arrêtés? Nous aurions pu continuer. » Tout à coup, l'ampleur du « nous » est devenue immense, bien plus grande. Le « nous » que nous avions, je ne sais pas, dans Femmes, Vie, Liberté, était bien plus restreint. Et après l'attaque d'Israël, ce « nous » est devenu beaucoup plus vaste, ce qui est très, très important et crucial. Et je dois dire que l'une des raisons principales, du moins pour moi, en analysant cette nouvelle situation, c'est que je pense que l'unité qui s'est construite parmi les gens venait des missiles.
venait de la puissance que l'armée iranienne et l'État pouvaient montrer à leur propre peuple, que nous en sommes réellement capables. Parce que pendant de nombreuses années, vraiment de très nombreuses années, les gens entendaient seulement parler de Haji Qasem Soleimani faisant quelque chose en Syrie. Les gens entendent simplement qu'il défend l'Iran. Si la guerre n'est pas en Syrie, elle sera à Téhéran. Cela ressemble à de la rhétorique pour les gens. Ils se disent « Oh, l'État utilise simplement cela comme une arme pour opprimer, manipuler ou tromper les gens. » Non, il y a quelque chose d'imaginaire qu'ils inventent juste pour maintenir la force de l'État. Oui, qu'est-ce que la souveraineté militaire quand on ne dépend pas réellement des États-Unis? Nous savons à quel point ils sont durs. Nous savons à quel point l'entité sioniste est puissante. Ils peuvent tout détruire s'ils le veulent. Et tout à coup, l'ennemi qui n'était pas réel, qui était en dehors des frontières, qui semblait n'être que de la rhétorique ou quelque chose d'imaginaire, est devenu si réel. Cela s'est manifesté de manière très présente sur la place Tajrish à Téhéran. Les différentes places de Téhéran où les gens allaient faire du shopping et s'amuser sont devenues des champs de bataille. Et ils se sont dit, d'accord, peut-être que c'était une erreur que nous faisions depuis des années. Peut-être qu'ils avaient raison lorsqu'ils disaient que ce qui se passe en Syrie concerne aussi la défense des frontières de l'Iran. Si nous laissons Daesh, l'État islamique, s'approcher, alors le plus grand combat et la guerre auront lieu dans les rues d'Ispahan, dans les rues de Téhéran et dans d'autres villes d'Iran. Maintenant, c'est réel. Maintenant, ils se disent, d'accord, il y a quelque chose que nous devons admettre que nous n'avions pas compris. La possibilité de la guerre. La possibilité que nous soyons tués par Israël. Oui, cela m'a un peu choqué, même si j'avais déjà entendu parler de ces attitudes lorsque j'étais en Iran un mois avant la guerre. De parler à autant de jeunes gens assez instruits qui ne comprenaient pas, qui voyaient la politique étrangère de l'Iran et ses opérations dans son voisinage proche, par exemple en Syrie ou en Irak, ou son soutien à la résistance palestinienne. De la même manière que nous, aux États-Unis, percevons les opérations impériales américaines aux Philippines, par exemple, ou au Japon, à Taïwan ou en Ukraine, comme s'il s'agissait d'un champ de bataille lointain et que l'Iran gaspillait ses ressources. Et j'imagine que beaucoup de ces personnes ont changé d'avis lorsque les mêmes forces qui menaçaient les frontières de l'Iran sont effectivement arrivées. Comme vous l'avez dit, sur la place Tajrish, qui est un lieu touristique très prisé dans les quartiers aisés du nord de Téhéran. Et vous avez décrit, dans certains commentaires viraux sur Twitter, comment la société iranienne, à la base, se rassemblait d'une manière que vous n'aviez jamais vue auparavant. Pourriez-vous décrire certaines de ces scènes? Et diriez-vous qu'il s'agissait presque d'un nouveau moment révolutionnaire pour l'Iran? Oh, absolument, je dirais cela. Absolument, je le dirais. Oui, il y a eu tellement d'occasions où j'ai failli être émue aux larmes par des émotions que je n'aurais jamais pensé ressentir en Iran. Différents types d'émotions, c'était vraiment intéressant. J'étais dans la rue avec quelques amis et un homme très âgé est venu vers nous et nous a offert des douceurs avec du thé. Je pense qu'il croyait que nous étions un peu perdus ou que nous ne savions pas où aller. Nous l'avons simplement remercié et apprécié son geste. Et il a dit, « Nous sommes ensemble dans tout cela. » Et j'ai répondu, « Oui, nous le sommes. » Mais il m'a fallu quelques secondes pour vraiment répondre parce que je me demandais ce qui se passait. Je ne comprenais pas. Je comprends que les gens en Iran sont très gentils et que cela fait partie de la culture. Mais on a aussi eu tellement d'attitudes individualistes qui sont devenues presque normales ces 10 ou 20 dernières années.
Mais ce moment-là, comme vous l'avez très bien dit, a permis à la société de se retrouver dans un instant de réflexion. Et pensons à nos valeurs, à notre unité, à notre cohésion et à la notion de nation que ce pays porte depuis des milliers d'années. Restons-en là un instant et voyons ce que cela donne. Car pendant de nombreuses années, nous avons constaté tant de divisions entre différentes classes et ethnies. Il y a eu tellement de projets financés dans ce pays pour insuffler l'idée que nous ne sommes pas unis. Les frontières de l'Iran sont en réalité très problématiques à certains égards, car des projets fondés par des impérialistes peuvent faire beaucoup de choses. Nous avons des ethnies kurdes, nous avons des sunnites, nous sommes une société très diverse et l'ennemi peut utiliser cela contre nous. Mais au moment de la guerre avec Israël, ce sexualité est devenu la bouffée du pays, ce qui était très intéressant. Which was very, very interesting. Et donc, après la guerre, nous avons vu, je pense pour la première fois, des chants nationalistes antérieurs à la République islamique être chantés en public, ainsi que des campagnes d'affichage honorant des héros du nationalisme iranien ayant vécu avant la révolution iranienne. Que cela signifie-t-il? L'establishment iranien soutient-il un changement unificateur, s'éloignant d'une stricte tutelle cléricale au profit d'un nationalisme accru et d'un récit national plus inclusif en réponse à cette guerre? Permettez-moi de ne pas le formuler ainsi. Je pense en réalité qu'il existait un sentiment de nationalisme progressiste, un nationalisme anti-impérialiste, pas du tout raciste, pas celui qui ignore ou rechigne à embrasser la diversité, mais celui qui cherche véritablement à unifier tout le monde contre le véritable adversaire, à savoir l'impérialisme, c'est-à-dire le sionisme. Et cela ne se limite pas seulement aux frontières de l'Iran. Rappelons ce que Saïd Ali Khamenei a toujours essayé d'exprimer à tous. Il ne s'agit pas seulement que l'Iran doit être fort et qu'un sentiment de nationalisme doit être pratiqué de plus en plus, il s'agit aussi de l'unification entre musulmans. Le plus grand ennemi pour nous, c'est la division entre chiites et sunnites. Ainsi, celui qui s'oppose le plus à cette attitude sectaire, c'est la direction iranienne. Je dirais donc que oui, le sentiment de nationalisme est devenu beaucoup plus fort. Mais je dois aussi préciser que cela s'explique en partie par le fait qu'il y avait davantage de possibilités pour que les gens croient réellement au nationalisme qui sous-tendait l'action du général Haj Qassem Soleimani en Syrie. Avant cela, la compréhension de ce que faisait Soleimani était très liée à l'État et il existait un fossé entre le peuple, l'État et le nationalisme. Comprendre ce que faisait Soleimani n'était donc pas vraiment facile ou évident pour les gens ordinaires. Et c'est peut-être là le problème de l'État. Il aurait dû mieux expliquer aux gens les raisons de ses activités. Mais pendant la guerre, je pense que ces écarts se sont réduits au point que la démarche de l'État est devenue plus claire. Ce que nous faisons avant tout, c'est protéger et défendre le sol iranien. D'accord. Et maintenant, je pense que nous entrons dans une période dangereuse. Netanyahou, alors qu'il semble concentré sur l'achèvement ou la consolidation du nettoyage ethnique de Gaza, subit beaucoup de pression au sein de sa coalition, venant de la droite. Et généralement, dans ce genre de situation, il se tourne vers une guerre régionale afin de rallier la société judéo-israélienne autour de lui. La base de Trump s'est réduite depuis que le scandale Epstein a refait surface. Pour l'instant, il envoie des troupes à Washington, D.C. Mais il pourrait tout aussi bien s'engager dans une sorte de scénario de diversion. Et l'axe États-Unis-Israël s'inquiète ouvertement du fait que l'Iran pourrait réparer ses défenses aériennes et ce qu'il a perdu pendant la guerre et reconstituer ses stocks de missiles balistiques dans les mois à venir.
Pensez-vous donc qu'une nouvelle série de combats se profile à l'horizon et que la guerre de 12 jours n'était en quelque sorte qu'un premier round? Yes, I do. I think Oui, c'est le cas. Je pense d'ailleurs vouloir évoquer une explication très intéressante de la guerre, où il a été dit qu'il s'agissait de 12 jours de guerre et non d'une guerre de 12 jours. C'est une guerre qui va se poursuivre et qui a commencé bien avant. Et oui, une nouvelle escalade est tout à fait possible. Comme vous l'avez mentionné, il y a l'invasion terrestre de la ville de Gaza, mais aussi Netanyahou a parlé du plan du Grand Israël ou quelque chose de ce genre, ce qui était très intéressant car même l'Arabie saoudite a fini par le dénoncer en disant « D'accord, qu'est-ce que c'est que ça ?» Ainsi, Netanyahou pousse même ceux qui préféraient rester silencieux à s'opposer plus ouvertement à lui. Je veux dire, je n'accorderais trop d'importance à ce que l'Arabie saoudite ou la Turquie font ou disent à Israël, car ce serait une grosse erreur pour l'Iran de réellement se fier aux réponses que ces pays donnent à Israël. Mais il est aussi très important de prendre en compte la relation entre Israël et les autres pays d'Asie de l'Ouest. Une nouvelle guerre est tout à fait possible. Et je pense que cette fois-ci, la situation est très différente parce que la société attend réellement la guerre. Je ne parle pas de l'État. Je ne parle pas des gardiens de la Révolution. Je ne parle pas de la préparation militaire. Tout le monde parle en réalité de la guerre, quand elle va arriver et comment elle va arriver. Chacun a ses propres attentes. Bien sûr, il y a de l'anxiété dans la société, mais je ne pense pas que ce soit une chose négative, car on nous a rassurés pendant tant d'années que, comme je l'ai mentionné auparavant, la définition de la guerre n'était en réalité pas quelque chose de concret pour les gens. Personne ne l'a définie pour la population, car elle se déroulait toujours en dehors des frontières de l'Iran. Maintenant qu'elle est ressentie et comprise, cela devient une nouvelle norme pour les gens. Et c'est une bonne chose, car nous devons, en fait, il est déjà trop tard. Nous aurions dû comprendre ce phénomène bien avant que l'entité sioniste ne nous attaque. Mais, malgré tout, je pense que c'est quelque chose que j'apprécie, car cela montre la préparation de la nation dans son ensemble, que l'ennemi est juste là, tout près. Et il serait bon que nous parlions de l'Azerbaïdjan et de ce qui s'y passe, car maintenant, nous les voyons encore plus proches. Si au 12e jour de la guerre, nous avons des rapports indiquant que l'entité sioniste a en fait utilisé l'Azerbaïdjan pour envoyer des drones en Iran, maintenant c'est en réalité bien plus proche et nous voyons des possibilités accrues d'utiliser même le territoire pour attaquer l'Iran. Donc, concernant le système de défense, rien n'est confirmé, et je pense que c'est tout à fait compréhensible car il s'agit d'une mesure de très haute sécurité, mais je pense qu'il a été réparé. Et pas seulement cela. Donc, quand on parle d'unité en Iran et de préparation, je dois aussi dire que les gens demandent des armes plus puissantes et plus légitimes pour la guerre. Comme les armes nucléaires. Oui. Oui. Par exemple, les personnes qui ne se souciaient pas vraiment de la guerre auparavant, maintenant elles se disent « Attendez une seconde, pourquoi n'avons-nous pas la bombe nucléaire? Pourquoi ça ?» Cela n'a plus de sens pour les gens aujourd'hui. Pas tout le monde, je dois le préciser, pas tout le monde, mais il y a eu un sondage, je crois que c'était en fait réalisé par le RIB, si je ne me trompe pas, et plus de 50% des personnes se posaient cette question. Pourquoi n'avons-nous pas la bombe nucléaire alors que tout le monde l'a? Et je pense que c'est une question très logique quand les gens en sont venus à comprendre que, eh bien, Israël l'a. Toute l'Europe défend Israël pour qu'ils puissent en fait développer leur arsenal nucléaire.
Les États-Unis, bien sûr, l'ont. Alors, pourquoi ne pas simplement nous donner une très bonne raison pour laquelle nous ne devrions pas l'avoir maintenant, alors que nous sommes de toute façon attaqués? Lorsque nous étions en négociation avec les États-Unis, nous avons été attaqués. Alors, à quoi bon? Expliquez-nous clairement pourquoi nous ne devrions pas l'avoir alors que l'ennemi l'a. Et lorsque l'ennemi lui-même dit très clairement, j'ai utilisé les 60 jours de négociation comme une plateforme pour vous tromper, pour tout préparer afin de vous attaquer réellement. Donc les 60 jours se sont terminés et le 61e jour, nous vous avons attaqué après que l'AIEA ait adopté la résolution contre l'Iran. En ce qui concerne la périphérie immédiate de l'Iran, il y a de nouveaux développements préoccupants, notamment au Liban, où le gouvernement fantoche dirigé par le Premier ministre Najib Mikati pousse le Hezbollah à se désarmer. Et nous avons entendu des commentaires de l'ambassadrice américaine au Liban. Du moins, ils ont été rapportés lors de discussions privées avec des factions libanaises alliées aux États-Unis, comme les forces libanaises, selon lesquelles elle aurait voulu inspirer ou déclencher une sorte de guerre civile en dressant ses forces les unes contre les autres, en les incitant à descendre dans la rue et à affronter le Hezbollah. Désormais, on demande au Hezbollah de se désarmer, ce qui constitue une ligne rouge majeure. Il est évident qu'il ne compte pas s'y plier. Cela ressemble à une nouvelle tentative de provoquer un conflit civil interne afin d'affaiblir la résistance et aussi l'État libanais, dans le but de le pousser vers une normalisation avec Israël. Alors, quel rôle l'Iran joue-t-il dans la défense de son allié, surtout après les revers qu'il a subis dans sa propre guerre contre Israël? Eh bien, je pense qu'Israël essaie d'atteindre ce qu'il n'a pas pu accomplir lors de la guerre contre le Hezbollah, et maintenant ils essaient d'utiliser la politique pour y parvenir. Clairement, cela n'arrivera pas, le désarmement du Hezbollah. Je ne pense même pas qu'ils imaginent que demain, le cheikh Naïm Qassem va dire « oui, bien sûr, nous allons abandonner nos armes pour qu'ensuite, le lendemain, il n'y ait plus de Liban ». Eux-mêmes parlent du Grand Israël. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela inclut clairement le Liban. Oui. Donc, si j'étais Libanais, même si je ne me souciais pas, je ne sais pas, de la résistance ou de la Palestine ou de Gaza ou de la famine des enfants à Gaza, je serais préoccupé par mon propre pays. Je me dirais, d'accord, il est en fait très raisonnable pour nous de soutenir le Hezbollah, même si je suis chrétien, sunnite ou autre. Pour l'instant, nous devons être unis, car sinon, demain, nous serons complètement dévorés par l'entité sioniste. Je pense que tu as raison. Le conflit civil, c'est ce qu'ils recherchent. Ils veulent quelque chose comme ce qui s'est passé en Syrie. Ils cherchent une situation très chaotique au Liban pour que chaque rue, disons dans le sud de Beyrouth, soit divisée entre chiites et sunnites. C'est leur rêve. C'est ce qu'ils veulent. Ainsi, plus tard, ils pourront effectivement s'assurer de mieux interférer et de repérer plus facilement leurs espions. L'importance de la visite du Dr Larijani au Liban réside dans le fait qu'il pensait que l'Iran était trop occupé à résoudre ses propres problèmes. Donc, c'était le bon moment pour saisir cette opportunité. Il voyait le Hezbollah comme isolé. Il pensait que c'était le bon moment parce que maintenant le Hezbollah se retrouve seul, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent autant qu'ils le peuvent. Je ne dis pas que le Hezbollah ne peut pas se défendre sans l'Iran, ils le peuvent vraiment, mais il est important de voir son ennemi isolé. Donc Larijani s'y est rendu, et je pense que c'était très important, car son public était le peuple libanais. Il a dit « Ceux qui réclament des changements, ce n'est pas nous. » Alors, ne vous trompez pas, et ne confondez pas l'ennemi et l'ami du Liban.
l'Iran n'a jamais, au grand jamais, cherché à s'ingérer dans vos affaires intérieures. Ce sont les États-Unis qui exigent réellement des changements, qui vous imposent des délais, qui vous disent exactement quand, comment et où les choses doivent être modifiées. Et ce n'est pas l'Iran. Donc la propagande contre l'Iran est en réalité très très forte. Mais je pense qu'il est crucial que l'Iran s'adresse directement au peuple libanais. Et nous avons vu un soutien magnifique à la présence de Larijani là-bas. Nous avons vu qu'il a rencontré le Premier ministre, le président, tout le monde. Et c'était très amusant parce que lorsqu'on lui a demandé s'il allait rencontrer le Premier ministre du Liban, il a répondu « Je n'ai pas le temps ». Et je pense que c'était très bien. Nous n'avons pas besoin de voir tout le monde. Et c'est un moment crucial entre l'Iran, le Liban et aussi l'Irak, car il y a également des mouvements impliquant le Hajj al-Sha'bi en Irak. Hier, c'était l'Arbaïn. Plus de 20 millions de personnes se sont rendues à Karbala, ce qui n'a été possible qu'après que Haji Qassem Soleimani et le Hajj al-Sha'bi ont vaincu Daesh. Avant cela, un tel phénomène n'était pas envisageable. Tout est lié. Et c'est un moment qu'il faut apprécier, car il y a eu des occasions où, malheureusement, l'Iran n'a pas saisi l'opportunité, ou peut-être, pour le dire autrement, l'Iran n'a pas créé l'opportunité. Il était tout à fait possible pour l'Iran de faire beaucoup d'autres choses, mais nous avons perdu ces occasions et ces chances. Mais cette fois, je pense que cela a été parfaitement exploité. Et vous avez mentionné l'Azerbaïdjan tout à l'heure. Le corridor du Zangezur est devenu une zone très problématique pour l'Iran. Ali Velayati a averti que le corridor économique entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, négocié par Trump, placerait l'OTAN, selon ses mots, comme une vipère entre la Russie et l'Iran. Il s'agit d'une région qui était auparavant presque inaccessible, sauf en passant par l'Iran, et qui donne accès à la mer Caspienne. L'Iran s'oppose tellement à l'ouverture de ce corridor à l'Occident qu'il en ferait, selon ses propres termes, un cimetière pour les mercenaires de Trump. Quelles sont donc les implications pour l'Iran de cette soi-disant route de Trump vers la paix et la prospérité internationale, telle que l'Arménie et l'Azerbaïdjan l'ont présentée afin d'obtenir le soutien de Trump? Il y avait un analyste en Iran qui a dit « S'il vous plaît, donnez simplement le prix Nobel de la paix à Trump pour qu'il arrête de vouloir conclure un autre soi-disant accord pacifique entre des pays et qu'on puisse enfin l'arrêter. Donnez-lui juste le prix Nobel de la paix, qu'il se taise et qu'il se détende un moment. » Eh bien, je pense que l'accord entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est très très important. Maintenant que vous avez mentionné la Russie, je viens d'apprendre il y a 1 heure que l'Ukraine a bombardé un navire russe en Russie et que ce navire transportait des drones Shahed en provenance d'Iran. Donc c'est intéressant parce que maintenant nous avons aussi Trump et Poutine. Ils se rencontrent en ce moment ou ils vont se rencontrer dans 1 heure environ. Et la nuit dernière, à mon heure, il y a également eu d'importantes attaques de drones ukrainiens contre la Russie. Il est évident qu'ils essayent de saboter ce sommet. Oui, nous réfléchissons également à la situation et nous sommes un peu inquiets de ce qui va se passer entre Trump et Poutine concernant le corridor Azerbaïdjan-Arménie-Zangezur. Pour revenir à l'accord, il y a un point important à prendre en compte, la question de la propriété du corridor. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'existait plus de corridor appartenant à l'Azerbaïdjan. Il s'agit donc simplement d'une route reliant ces 2 pays, connectant l'Azerbaïdjan au Nakhichevan, ce qui signifie qu'elle reste sous le contrôle de l'Arménie, un point important pour l'Iran. La plus grande inquiétude de l'Iran était d'être complètement coupé et de voir un changement dans la géopolitique, un changement des frontières.
Mais sur le papier, ce n'est pas quelque chose qui est écrit, ce qui est important à prendre en compte. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Nous savons aussi ce que font les États-Unis lorsqu'il s'agit de leurs intérêts nationaux et mondiaux. Ils peuvent très facilement nier ce qui est écrit ou le déchirer, comme nous en avons une expérience nationale très personnelle. Donc pour l'instant, nous avons le corridor, nous avons la route. Je ne sais pas, c'est en quelque sorte leur façon de jouer avec les mots. Mais ce qui est important pour l'Iran, c'est que c'est maintenant une route Trump. Donc on l'appelle la route Trump. C'est donc encore pire si l'Azerbaïdjan n'en est pas propriétaire, quelqu'un d'autre l'est, qui est le plus grand ennemi, c'est-à-dire les États-Unis, et aussi Israël. Cela signifie donc une menace plus grande pour l'Iran. Cela signifie que l'OTAN est à la frontière de l'Iran. Et bien sûr, la présence de l'OTAN à la frontière nord-ouest de l'Iran n'est pas seulement une menace pour nous, c'est aussi une menace pour la Russie et pour la Chine, ainsi que pour les corridors importants pour la Chine. Mais il est certain qu'Israël va en tirer de grands bénéfices. Ils affichent beaucoup de joie et d'enthousiasme à annoncer un tel accord, car l'Azerbaïdjan fournit près de 40% du pétrole d'Israël. Et la présence de cette route leur facilite grandement les choses. Sur le plan militaire, ils se rapprochent beaucoup. Ils ne sont pas seulement plus proches de l'Iran, ils sont en réalité à la frontière avec l'Iran. Et comme l'a dit Velayat, j'espère vraiment qu'il se passera quelque chose de très significatif pour changer la situation actuelle et faire réfléchir l'ennemi. Afin que, il y a peut-être une erreur de calcul ici, et il faut reconsidérer la situation. J'ai également entendu et lu ce matin dans les actualités que l'Iran a perturbé la circulation sur la route ces derniers jours. Ils n'ont pas permis aux camions d'avancer et ont aussi imposé certaines restrictions sur le carburant qu'ils peuvent utiliser. Il y a actuellement une certaine tension à la frontière, ce que j'accueille en fait favorablement, car nous ne pouvons pas simplement rester là, attendre et regarder Donald Trump venir et nier ce qui est écrit, puis faire tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas quelque chose que l'Iran va tolérer. Du moins, j'espère que l'Iran ne va pas le tolérer, car c'est ce que la direction avait déclaré il y a des années lorsque Ali Khamenei a rencontré Pachinian. Il avait dit que l'Iran n'allait pas permettre le changement des frontières, ni le changement de la géopolitique de la région. Exactement. Et nous savons qu'Israël a utilisé l'Azerbaïdjan comme couloir de survol pour exploiter sa capacité de frappe à distance et attaquer des cibles dans plusieurs villes iraniennes. Des bonbonnes de gaz ont été larguées par des F-35 israéliens juste au-dessus de la mer Caspienne. Et il y a eu la mort très mystérieuse, ou plutôt le crash d'hélicoptère, pas un accident, de l'ancien président iranien Ebrahim Raïssi, juste à la frontière avec l'Azerbaïdjan. Donc ce serait probablement la zone la plus chaude aux frontières de l'Iran et la plus problématique. Il faut donc surveiller cela de près. Je vous interrogeais sur le Pakistan. Je veux dire, l'Iran et le Pakistan ont déjà connu des tensions par le passé. Et il y a le mouvement indépendantiste Baloutch, qui a été soutenu par les ennemis de l'Iran pour mener des attaques contre l'Iran depuis le territoire pakistanais. Mais le Pakistan a été très clair dans son soutien à l'Iran pendant sa guerre de 12 jours avec Israël. Et ce mois-ci, le président Massoud Pezeshkian a rencontré son homologue Shehbaz Sharif au Pakistan pour conclure une série d'accords commerciaux bilatéraux. Il parle d'augmenter les échanges commerciaux à 10 milliards de dollars par an. À quel point la relation avec le Pakistan est-elle importante, notamment pour compenser les sanctions occidentales et la pression militaire? Very important, very significant.
Très important, très significatif. Eh bien, je vois la nouvelle situation entre l'Iran et le Pakistan après la guerre. Était-ce la guerre de 6 jours entre le Pakistan et l'Inde ou 5 jours? Je ne me souviens plus exactement. Encore un exploit de Trump pour le prix Nobel. Absolument. C'était donc très important, car de nombreux analystes considéraient en fait cette guerre et le vainqueur de la guerre comme un conflit par procuration entre la Chine et les États-Unis. La Chine soutenait le Pakistan et l'Inde était soutenue par les États-Unis. Et le véritable vainqueur de la guerre fut en réalité la Chine, ou plutôt les armes chinoises. Et maintenant, nous avons la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël, et le Pakistan devient très vocal quant à son soutien à l'Iran. La relation entre l'Iran, la Chine et le Pakistan est d'une importance cruciale. Vous avez mentionné les tensions entre l'Iran et le Pakistan, mais je dois dire que la relation profonde entre l'Iran et le Pakistan est en réalité très ancienne et historique. Le peuple pakistanais, leur culture, la culture persane, la littérature persane, l'histoire persane, tout cela est profondément lié. Nous partageons en fait de nombreux poètes. Ils étudient la littérature persane dans leurs écoles. Par exemple, il y a un poète très célèbre que nous étudions à l'école et il existe de nombreux liens très très profonds. Comme mon ami pakistanais me l'a dit l'année dernière, en surface, nous paraissons plus indiens, mais en réalité, ce que nous mangeons, ce que nous lisons et ce que nous pratiquons est plus persan. Et il existe une base très significative pour que ces deux nations soient beaucoup plus proches. 10 milliards, ce n'est rien, vraiment rien. L'Iran, comme je l'ai dit, a tellement d'opportunités à créer, à utiliser et à exploiter, mais nous sommes toujours en retard pour concrétiser cela. Je suis très reconnaissant que le président Pezeshkian s'y soit rendu, et c'était très important. Mais il y a aussi de nombreux commentaires parmi les pro-occidentaux en Iran qui disent « À quoi bon nous rapprocher du Pakistan ?» Ceux qui, disons, promeuvent une relation avec l'Occident, le JCPOA, les négociations, la réussite et tout ce qui tourne autour de ce concept, minimisent l'importance de la relation de l'Iran avec ses voisins. C'est donc une question très profonde. Un conflit ou peut-être un fossé entre quelqu'un comme moi qui pense qu'en réalité une politique de regard vers l'Est et le renforcement des liens avec les voisins est bien plus important. Si je ne veux pas dire que l'autre approche est en fait destructrice, qu'elle nous mène à la guerre, alors établir des relations avec les pays européens ou rendre les États-Unis plus satisfaits de nous, ou les convaincre que nous n'allons pas fabriquer de bombes nucléaires, ils le savent déjà, et pourtant ils continuent de nous bombarder. Oui. Et à ce propos, le Pakistan est un pays doté de l'arme nucléaire, tandis que l'Iran se voit refuser tout droit nucléaire, même pour l'énergie nucléaire civile, par les armées américaines et israéliennes. L'Agence internationale de l'énergie atomique, sous la direction de Rafael Grossi, a clairement pris parti pour l'Occident et a contribué, selon moi, à préparer le terrain pour l'attaque israélienne en appelant à des sanctions contre l'Iran. Il était lui-même l'espion. Oui. Et pourtant, la direction politique de l'Iran, son leadership réformiste sous le président Raïssi, semble disposé à permettre à l'AEA de revenir pour une mission non précisée. Il laisse la porte ouverte à des négociations nucléaires avec l'Occident, avec les puissances européennes, et si les États-Unis le souhaitent, avec les États-Unis également. Alors, quelle voie l'Iran devrait-il suivre? Existe-t-il encore, selon vous, une possibilité de négociation avec les États-Unis et les Européens? Ou bien l'Iran doit-il désormais privilégier son indépendance d'une manière qu'il n'a jamais fait auparavant, même au risque de provoquer un conflit plus grave?
Eh bien, il ne devrait pas y avoir de doute ici. L'Iran doit donner la priorité à son indépendance. Cela doit être la première et la dernière préoccupation de tout pays. Ils doivent être souverains, ils doivent être indépendants. J'aimerais faire référence à ce qu'a dit le dirigeant iranien avant le nouveau cycle de négociations à Oman. Il a dit que la négociation n'a pas d'intégrité, si je traduis correctement, et n'a pas de logique. Il a également ajouté que la raison pour laquelle nous affirmons cela, c'est parce que c'est notre expérience, notre propre expérience. Nous pouvons remonter des années avant 2015, avant le JCPOA, mais ce n'est pas nécessaire. L'histoire récente peut tout nous apprendre. Lors de la guerre de 12 jours, ils ont eux-mêmes déclaré qu'ils manipulaient la table des négociations afin de gagner du temps. Je ne suis pas d'accord pour dire que nous avons pu gagner du temps pour l'Iran. Je pense que c'est le contraire. C'est eux qui gagnaient du temps pour eux-mêmes. Ils essayaient de tromper l'État en disant « Oh non, c'est une possibilité, nous allons vraiment parvenir à un accord. » Et le résultat a été « Eh bien, je ne veux pas simplement répéter ce que disent les autres, mais cela a vraiment du sens. En plein milieu des négociations, ils nous bombardent. » C'est un fait. Alors, si demain nous dressons la même table et servons le même repas à l'ennemi, pourquoi attendons-nous de lui une réaction différente? Pourquoi pensons-nous qu'il serait différent cette fois-ci? Il n'y a aucune raison. Si j'étais l'ennemi, je ne changerais pas. Pourquoi le ferais-je? Au fond, je veux que l'Iran soit démantelé. Je ne veux pas d'un grand pays. L'Iran est trop grand, comme ils le disent. Sa taille n'est pas suffisamment acceptable. Il faut donc le briser. Il faut le diviser en différentes parties pour que la nouvelle carte du Moyen-Orient corresponde davantage à ce qu'il souhaite. Avec l'Iran, tel qu'il est aujourd'hui, avec cette taille, ce n'est pas possible. Et encore une fois, comme Seyed Ali Khamenei l'a dit pendant la guerre, dans l'un de ses messages vocaux enregistrés, messages vidéo, il a dit, vous comprenez que la cible, l'objectif, ce n'était pas le nucléaire ou le programme nucléaire, c'était l'Iran. Et je pense qu'il faisait référence à l'appel de Netanyahou juste après qu'ils aient attaqué et tué des commandants et des scientifiques nucléaires. Il a demandé aux gens de descendre dans la rue et de finir ce qu'il avait commencé. Donc il ne s'agissait pas du programme nucléaire. Très bien, vous tuez tous les scientifiques et vous affirmez avoir bombardé les installations nucléaires. Et plus tard, les États-Unis ont terminé le travail. Mais pourquoi demandez-vous aux gens de descendre dans la rue si ce n'était pas le problème depuis le début? Il était donc très clair que le problème n'est pas le nucléaire. C'est autre chose. Donc la négociation, selon ma compréhension, basée sur l'expérience, sur la recherche, sur ce qui s'est passé après le JCPOA, pendant le JCPOA, sans même parler du moment où Trump a décidé de quitter l'accord, même avant cela, il n'y avait pas beaucoup d'avantages pour l'Iran. Et nous avons aussi l'ère Raisi. Nous avons également le président Raisi, sous lequel le nombre de sanctions est resté le même et pourtant le PIB a augmenté malgré le maintien des sanctions. Donc, lorsque nous nous demandons quelle est l'alternative, quelle voie l'Iran doit suivre, que devrait faire l'Iran, nous avons déjà cette réponse aussi. Ce n'est donc pas quelque chose. L'alternative que je propose, d'après ce que je lis, d'après ce que je pense, devrait convenir à l'Iran. C'est encore une fois basé sur l'expérience que l'Iran a eue avec différents acteurs, avec les pays voisins, la politique du regard vers l'Est, le fait d'avoir plus confiance dans la puissance indigène dont il dispose, d'être plus créatif, il devrait l'être, et aussi rejoindre le camp anti-impérialiste, enfin pas rejoindre, nous y sommes déjà, mais faire davantage confiance à nos partenaires qu'auparavant. Mais nous ne faisons plus cela.
Ce que nous faisons en réalité, c'est fermer toutes les portes, nous limiter de nos propres mains et faire confiance à l'ennemi pour qu'il fasse ce qu'il dit qu'il va faire. Mais en plus, cette fois, ils n'ont pas dit grand-chose. Donc, ils ne nous ont même pas beaucoup menti pour qu'on puisse dire « Oh, les États-Unis ont dit ceci, mais ils ont fait cela. » Non. Ils jouaient en fait très clairement avec vous. Vous ne vouliez pas voir ce qui se passe. Oui, les États-Unis ont ouvertement, ou plutôt Trump a ouvertement, se vanté d'avoir trompé l'Iran afin de l'endormir dans un sentiment de complaisance pendant qu'Israël préparait son attaque. Et l'attaque a eu lieu le jour de la date limite fixée par Trump. Israël a en quelque sorte piégé Trump, et ce dernier n'a rien fait pour s'opposer à Israël. En discutant avec des diplomates iraniens proches des négociations, je pense qu'ils étaient tous déconcertés par le comportement des États-Unis un mois avant l'attaque, ce qui laissait présager qu'il allait se passer quelque chose. Donc cela me surprendrait qu'ils reprennent les négociations au même niveau. Et aussi, désolé, je dois le dire, il a menacé le dirigeant de l'Iran. Il a dit « Nous venons pour toi et nous allons t'assassiner ». Donc, si on parle de négociation, c'est ce qu'on disait avant, nous allons négocier avec quelqu'un qui a effectivement tué Qassem Soleimani. Donc, si c'était Biden, je ne le soutiendrais pas non plus, mais je pense que ce n'est pas la même personne qui a assassiné Qassem Soleimani et qui l'a revendiqué fièrement. Et il y a quelques jours, il l'a encore mentionné. Donc, il y a quelque chose ici qui fait vraiment mal. Et c'est tellement douloureux de voir celui qui a sauvé ce pays de l'ennemi. Il est mort pour cette nation et tout le monde lui est tellement dévoué. Voir le président des États-Unis parler de lui encore et encore, et en même temps voir que nos gouverneurs sont aussi prêts à lui parler, c'est juste tellement douloureux, je dois le dire. Oui, vu de l'extérieur, il était difficile de comprendre comment quelqu'un pouvait faire confiance à cette administration en particulier, étant donné l'influence considérable qu'exerce le gouvernement israélien, l'appareil israélien, sur elle. Je ne vois tout simplement pas d'issue, ce qui laisse présager qu'une guerre se profile à l'horizon. Et il n'y a aucun moyen de résoudre cette contradiction autrement qu'en démontrant une capacité de dissuasion. Une dernière question ou sujet que je voudrais aborder avec vous, puisque vous étiez récemment en Chine, concerne vos impressions sur ce que vous avez observé à l'intérieur de la Chine en matière de développement interne et de politique, et la façon dont cela se rapporte à l'Iran, alors que la Chine et l'Iran discutent d'un important corridor économique via une liaison ferroviaire et une coopération dans le cadre des nouvelles routes de la soie, ainsi que de la possibilité d'une coopération militaire. En particulier, le fait que l'Iran pourrait potentiellement acquérir des avions de chasse multirôles chinois qui se sont révélés compétitifs face au F-35. Eh bien, pour la dernière question, rien n'est confirmé, mais il y a beaucoup d'informations dans les médias selon lesquelles l'Iran aurait acheté différents systèmes militaires, en particulier des systèmes de défense, à la Chine. Mais il ne l'annonce pas officiellement, ce qui est compréhensible. J'espère vraiment que c'est le cas, car les chaînes de production chinoises sont très différentes. Ils ont la capacité, j'ai lu un article qui disait qu'ils pouvaient produire 1000 missiles par jour, ce qui est très intéressant pour les États-Unis, qui pourraient en tirer des leçons, car ils étaient à court de missiles pour soutenir Israël dans son système de défense. Et concernant mon observation sur la Chine, c'est une nation vraiment remarquable. J'y étais l'année dernière et je peux encore voir certaines différences. De l'année dernière à aujourd'hui, c'est très différent. Je ne veux pas trop faire l'éloge du pays, mais je dois le faire, surtout pour moi en tant qu'Iranien, ayant aussi vécu dans d'autres pays occidentaux,
Je n'aurais jamais pensé qu'en allant dans un autre pays, je ressentirais que c'est un grand pays, avec une grande culture. Il y a tellement de choses à son sujet qui m'intéressent vraiment. Mais c'est le cas de la Chine, car la façon dont ils essayent de construire leur pays est un modèle formidable pour tant d'autres pays du Sud global. Le fait qu'ils n'aient jamais colonisé d'autres pays, qu'ils n'aient jamais envahi d'autres pays et qu'ils aient été en guerre contre l'État fasciste japonais pendant des années et des années, plus de 30 millions de Chinois ont été tués pendant la guerre et cela n'est même pas mentionné lorsque l'on parle de la Seconde Guerre mondiale. Et on voit l'infrastructure d'une manière très impressionnante. Car la population est en réalité bien plus importante que celle de l'Iran. L'Iran n'est qu'une province comparée à la Chine. Le Xinjiang est à peu près de la taille de l'Iran. Donc tout est si grand, tout est si vaste et tout est si organisé que l'on perçoit la société comme très dynamique. On ne voit aucun sans-abri. Un jour, l'un de mes proches disait que je parlais du nombre de sans-abri aux États-Unis et elle a dit, eh bien, ils ont 300 millions d'habitants, donc peut-être que 700 000 sans-abri. C'est pas tant que ça. J'ai répondu, eh bien, il n'y en a pas en Chine avec 1,5 milliard d'habitants. Donc la structure de la société, la façon dont les gens sont pris en charge par l'État est en fait très très intéressante. Et en ce qui concerne la relation entre l'Iran et la Chine et l'initiative La Ceinture et la Route, je dois dire qu'il y a eu 20 projets d'État, des projets nationaux, qui ont été signés entre l'Iran et la Chine pendant la présidence d'Ebrahim Raïssi, y compris de grands projets comme des aéroports et même des baies et des ports. Et pendant la guerre avec Israël, nous avons vu que l'Inde, en réalité, elle ne s'est pas opposée, ou peut-être que si, il faudrait que je vérifie, mais elle a en quelque sorte empêché l'annonce de soutien de la part des BRICS à l'Iran pendant la guerre. Donc nous voyons que l'Inde est vraiment une marionnette des sionistes et de l'impérialisme américain. Et en même temps, maintenant, ils ont aussi des problèmes avec les États-Unis concernant les tarifs douaniers. Mais en même temps, il y a le port le plus important d'Iran, le port de Chabahar, où le gouvernement iranien a décidé de mener un projet commun avec l'Inde plutôt qu'avec la Chine. Encore une fois, c'est une autre occasion où l'Iran n'a pas saisi l'opportunité d'investir réellement dans les infrastructures à l'intérieur du pays, mais il se passe tout de même beaucoup de choses en ce qui concerne l'initiative La Ceinture et la Route, y compris sur le plan militaire. Je considère également que la relation entre l'Iran et le Pakistan constitue une part importante de la BRI ainsi que de l'Organisation de coopération de Shanghai, car cela revêt aussi une grande importance. Le lendemain de la fin de la guerre entre l'Iran et Israël, le ministre de la Défense iranien était en Chine, rencontrant le ministre russe de la Défense et le ministre chinois de la Défense lors de la réunion de Shanghai. Je dois donc conclure en disant que la Chine, au moins, représente un pôle et une plateforme très importants pour que l'Iran puisse saisir les opportunités et voir comment les politiques de regard vers l'Est peuvent réellement se concrétiser et être utilisées dans des projets nationaux et internationaux majeurs comme la BRI. Nahid Pouressa, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur The Grey Zone et pour vos analyses fascinantes et précieuses. Avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité.